So, let's go. Donc, on se retrouve comme toutes les semaines pour notre hebdo de l'innovation. D'accord. Donc, comme d'habitude, je vais lire le petit passage de l'AMF parce qu'on est obligé pour des raisons légales. Donc, les appréciations formulées reflètent notre opinion à la date de la publication et sont susceptibles d'être révisées ultérieurement. Nous effectuons des recherches méticuleuses pour tous nos articles et recommandations, mais nous ne sommes pas responsables des erreurs et omissions qui pourraient y figurer. Rappelez-vous que les actions sont spéculatives par nature. N'y investissez pas plus d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Les performances passées ne reflètent pas forcément les performances à venir. Avant d'investir, nous vous conseillons de prendre conseil auprès d'un conseiller financier indépendant ou d'un courtier. Voilà. Donc, let's go. On commence cette semaine avec le Volkswagen Power Day. Donc, c'est un jour où Volkswagen parle de batterie, d'accord. Et donc, ce qui a été mis à l'honneur cette semaine au Volkswagen Power Day, c'est les batteries à haute teneur en manganèse, d'accord. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sur des batteries classiques, des batteries lithium, d'accord, le problème du lithium, c'est que vous savez très bien que sur Terre, c'est quand même un métaux qui est rare. C'est-à-dire que sa densité dans la croûte terrestre est assez rare. Donc de toute façon, il y a assez peu de chances de pouvoir faire avec les batteries classiques actuelles tout le parc automobile. Voilà, au bout d'un moment, vous avez quand même une complexité. Sachant que plus vous voulez en extraire, imaginons qu'il vous faut 100 de lithium. La Terre en contient 500. Mais il n'y en a que 50 qui sont facilement extractables et 50 qui sont les 50 autres sont difficilement extractables. Après, vous avez une notion d'équilibre des prix. C'est-à-dire vous ne pouvez pas aller capter tout le lithium. Parce que celui qui vous coûte trop cher, en fait, il rend votre voiture invendable. Donc vous êtes obligé de passer sur des choses... voilà. Donc ce qui est intéressant dans ce segment-là, c'est que de plus en plus Tesla et Volkswagen sont en pointe dans ce qu'on appelle des batteries à haute teneur en manganèse. Pourquoi? Parce que le manganèse, c'est un minéral qu'on trouve beaucoup plus facilement que le lithium, d'accord. Et le but, pas que le lithium, que le nickel, je me suis planté. Le but, c'est d'utiliser beaucoup moins de nickel et pas du tout de cobalt avec ces batteries. Donc ça diminue déjà le coût énormément et ça vous permet de faire un nombre de batteries qui est très très important parce que du manganèse, vous en avez beaucoup un peu partout. Donc c'est pas une énorme problématique d'aller chercher du manganèse, d'accord. Sachant qu'au niveau des coûts, si vous passez par une chimie qui est faite avec des cathodes au manganèse, vous êtes sur une réduction du coût de la batterie de 47% par kWh par rapport aux conceptions riches en nickel. Donc c'est quand même des diminutions qui sont extrêmement élevées, d'accord. Donc vous avez en gros dans les batteries plusieurs niveaux de batteries qui sont envisagés pour le futur. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y aura pas une technologie avec une batterie qui va power tous les véhicules. Vous aurez des technologies de batterie avec certains minéraux pour les Ferrari, les Maserati, des trucs qui ont un couple de reprises excessivement important, qui vont vite, qui sont très très chers. Et puis vous aurez un autre type de batterie pour les Dacia. Vous n'aurez pas la même batterie pour tout. Pendant un temps, il se rêvait de la part de certains manias de la batterie qu'on fait un one size fit all. C'est-à-dire on fait une batterie commune à toutes les voitures. Sauf que le problème, c'est que ce que vous pouvez mettre dans la batterie et dans le coût de la batterie sur une Dacia, sur une BMW et sur une Ferrari, ça n'a pas la même valeur. Quand vous vendez une voiture à 500 000 euros, forcément, si votre batterie elle fait 100 000 euros, c'est pas grave. Quand vous vendez une voiture à 10 000 euros, si votre batterie elle fait 100 000 euros, c'est plus problématique. Vous voyez un petit peu le problème. Donc l'idée, c'est des batteries au manganèse pour le grand public, d'accord. Donc ça, c'est les nouvelles batteries, celles sur quoi bosse avant tout Volkswagen, Tesla, ce genre de choses, pour maintenir les coûts bas, d'accord. Donc c'est sur les véhicules, on va dire, dans des gammes de prix de 15 000 à 50 000 euros. Et après, c'est du lithium fer phosphate,
d'accord, pour les véhicules ou les marchés bas de gamme, d'accord. Donc là, c'est des batteries au lithium, certes, mais en fait, vous avez une dégradation qui est très élevée. Le taux d'utilisation de lithium, il est très très faible, hein. Voilà. Et du coup, vous avez assez peu de nickel et pas du tout de cobalt aussi là-dedans. Donc c'est un truc qui est intéressant. Par contre, c'est des batteries qui sont un peu plus polluantes et c'est des batteries qui ont des durées de vie qui sont un peu moins importantes, mais elles sont beaucoup moins chères. Donc pour les véhicules, on va dire, sur la gamme 7000 à 15 000 euros, il y a de fortes chances que ce soit les LFP qui fonctionnent, sauf si on juge que comme c'est trop polluant et que c'est compliqué à recycler, au niveau des États, on interdit leur utilisation. Mais ça paraît peu probable pour des pays comme la Chine, ce genre de choses où il y a besoin de cette gamme de véhicules, on va dire, alors en Chine, c'est encore moins cher, mais entre 5 et 12 000 euros, ce genre de choses. Donc après, il y a un principe de réalité. Et des batteries avec des packs haute performance qui seront souvent du coup des batteries avec du cobalt et du nickel. Et là, on sera sur des batteries pour des Porsche, des Audi, des Bentley ou des Lamborghini. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. D'ailleurs, Elon Musk, il en a souvent parlé. Il le dit souvent. Vous voulez devenir milliardaire, il faut extraire du nickel ou du lithium. Il râle beaucoup dessus. Il dit même que peut-être Tesla va être obligé de se mettre à faire de l'extraction de minerais en propre, ce genre de choses. N'oubliez pas une chose, Elon Musk, il a toujours compris que intégrer la valeur, c'était toujours mieux que d'outsourcer la valeur. Pourquoi? Parce que comme quand vous êtes Tesla, vous n'avez pas de problème d'accès au capital. Donc vous pouvez très facilement lever du capital et faire des investissements. D'accord? Et une chose est sûre, quand vous faites appel à un partenaire, d'accord, et que vous n'avez pas la capacité de faire du volume, bon, vous n'avez pas intérêt à émettre le capital et à faire votre mine. Parce que ça veut dire que vous allez peut-être capturer 20% de la production de votre mine et le reste, va falloir le vendre. Et s'amuser à vendre du minéral, c'est pas si facile que ça s'improvise pas. Par contre, si vous appelez Tesla, que vous faites une mine, mais vous savez que 100% de ce que vous allez extraire, vous allez l'utiliser en propre vous-même, si vous voulez, ça fonctionne en circuit fermé. Et donc à ce moment-là, là où avant vous donniez de la marge à la mine, vous gardez la marge dans Tesla et donc vous augmentez la marge. C'est le principe des conglomérats. Les conglomérats, plus vous gérez de choses, plus vous gérez la marge. Et plus vous allez monter dans votre marge. Par contre, il y a une autre problématique des conglomérats. Plus les conglomérats gèrent de choses, plus la complexité devient importante et plus des zones de sous-optimisation peuvent apparaître. Parce qu'une entreprise qui fait qu'un métier et que ce métier-là est souvent ultra optimisé, une entreprise qui fait énormément de métiers peut avoir du mal à optimiser tous ses métiers. Voilà, c'est un peu le principe. Mais vous voyez, par exemple, qu'est-ce qui a fait que Tesla a bien mieux réussi que les autres constructeurs automobiles, d'accord, ces dernières années, c'est que la principale innovation de Tesla, ça n'a pas été de faire des voitures électriques, ça c'est l'innovation de base, mais la principale innovation de Tesla, ça a été comment on vous vend la voiture. Et Tesla vend la voiture en contrôlant la concession automobile. Alors que Renault, etc., ne contrôlent pas les concessions automobiles. Donc ça permet à Tesla de gérer scrupuleusement les discounts qu'ils vont mettre, ce genre de choses, de gérer scrupuleusement les équipes de vente, et du coup vous avez beaucoup moins de problématiques avec des gens qui vont, par exemple, pas vous recevoir correctement, etc. C'est-à-dire que je peux vous assurer une chose, il y a quelques années on a acheté une Smart, on a fait 5 concessions Smart, 5 fois j'ai été reçu de manière différente, et 5 fois j'ai eu des prix qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Bien sûr, j'ai pris des concessions qui n'étaient pas dans le même groupe. Hein. J'ai fait mon truc. Parce que mon but, c'était de jouer le prix. D'accord? Mais, voilà. Et vous avez 5 fois des choses qui sont différentes. Donc, quand vous allez face à la marque Smart après, vous dites, mais pourquoi ça? Et là, on est face à un truc, et il vous explique, et machine. Et pareil, quand vous voulez faire des réparations, prenez 5 garages Smart différents, vous n'aurez pas les mêmes tarifs, pas les mêmes choses, et ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Vous n'aurez pas la même qualité. Moi, celui qui est à côté de chez moi, là je suis ailleurs, hein, mais celui qui était à côté de chez moi quand on y allait, ils s'en foutaient de la Smart, ils nous mettaient une semaine pour la machiner et tout. On va à Saint-Nary, ils nous prennent la Smart, dans la journée c'est fait, et en plus ils nous offrent les petits chocolats. Vous savez, qualité, service, les enseignes de la même marque, qualité de service différente. Donc l'avantage de Tesla, c'est qu'en
gardant le contrôle des concessions, ils ont gardé le contrôle de la qualité de service, de ce genre de choses, et donc ça permet de mieux réussir l'explication de votre marque. Sachant qu'en plus, vous pouvez uniformiser l'explication de votre marque. C'est comme ça s'est passé avec les Apple Store. Qu'est-ce qui fait qu'Apple, c'est différent de tous les autres producteurs de téléphones mobiles? Il suffit de rentrer dans un Apple Store. Un Apple Store, c'est exceptionnel. Vous avez l'impression d'être dans un truc un peu une mecque. Bah, c'est pareil. Rentrer dans une concession Tesla, comparé à une concession automobile classique, c'est un peu une mecque. Et malheureusement, je pense que beaucoup d'acteurs du secteur automobile n'ont pas compris ça, parce que beaucoup d'acteurs sont encore dans l'idée de se dire que bah, en fait, l'avantage de Tesla, c'est de faire des voitures écolo à travers l'électrique. Et moi, je pense que l'avantage de Tesla, il va bien au-delà. Et donc, ça vous explique pourquoi Elon Musk il veut aussi cet avantage sur les minerais, ce genre de choses. Parce qu'après, vous avez moyen de faire beaucoup de choses. Si vos minerais, vous les récoltez vous-même avec des qualités, des employés qui sont contents, ce genre de choses, sur la brochure, vous pouvez toujours mettre les minerais, ils sont produits là, il n'y a pas d'enfants africains qui ont été exploités, ce genre de choses. Et ça fait monter un peu la sauce de la marque. Et c'est ce que fait Elon Musk. Donc moi, je pense que ces batteries-là, on en parle depuis quelques semaines déjà, parce qu'il y a beaucoup de news en ce moment sur les batteries, mais les batteries solides au fer, les batteries à haute teneur en manganèse, ce genre de choses, il y a énormément de choses à faire sur les batteries, et c'est vraiment un secteur qu'il faut surveiller vraiment beaucoup, et il faut éviter que vous vous poussiez dans l'idée, oh là là, tout le monde veut faire de la batterie avec du nickel, il n'y a pas assez de nickel, on est mort. Non, 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 non. Entre le moment où on a 10-15% du parc qui est véhicule électrique et on en aura 80%, il y a de fortes chances que la techno elle change et qu'on ait une adaptation de la technologie. D'accord? Et donc que le risque en teneur en manganèse ou ce genre de choses, il soit limité. Dans les semi-conducteurs, pendant une époque, il y avait beaucoup d'or et d'argent dans les semi-conducteurs. Et ça coûtait très très cher. Et ben ils ont trouvé des moyens de passer outre l'or et l'argent. Et vous en avez beaucoup beaucoup moins maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était pas possible de faire un scale et de faire un marché international comme ça. Donc l'idée, ça a été de se dire, eh ben, on va faire en sorte de pouvoir utiliser d'autres métaux. Et les premiers marchés qui ont commencé à prendre de l'importance avec de l'or et de l'argent dans les semi-conducteurs ont permis d'avoir un certain investissement, de montrer qu'il y avait une viabilité dans ces marchés-là, et après on aboutit sur d'autres technologies qui étaient des technologies qui étaient plus scalables. Et je pense que sur la batterie on est sur la même chose, et il faut faire très attention. On en parlait la semaine dernière avec Toyota et Nissan. Voilà, Volkswagen et Tesla sont sur une autre typologie de batterie, une autre manière de faire. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut faire très attention sur l'industrie automobile à l'heure actuelle. Très, très chanceux, celui qui peut vous dire la technologie de batterie qui va être celle de demain. Est-ce que c'est le choix de Volkswagen? Est-ce que c'est le choix de General Motors? Est-ce que c'est le choix de Toyota et des Japonais? Je ne pourrais pas vous le dire. J'aurais beaucoup de mal à vous le dire. Et ça va driver, parce que le jour où le marché dira bah, la techno la plus fiable et la techno qui va marcher, c'est celle-là, ceux qui seront partis les premiers auront une grande avance. Et regardez l'avance que Tesla a pris sur les véhicules électriques en partant le premier. Donc va y avoir un chamboulement dans le mass market du véhicule électrique, avec qu'est-ce qui va être la techno qui va permettre ce mass market du véhicule électrique. Et vous avez plus de 5 ou 6 technos différentes qui se concurrencent. Je suis difficilement à même de vous dire laquelle va gagner, mais en tout cas celle qui va gagner elle donnera un sacré avantage au constructeur qui l'aura lancé en premier. Donc voilà, on passe à l'hebdo des cryptos. Donc bah, cette semaine sur les cryptos, vous voyez, il n'y a pas grand chose, hein. Vous avez Wave qui a beaucoup baissé. Bon, ça avant, ça avait beaucoup monté, ce genre de choses, vous voyez. Axis qui continue à descendre. Faites attention, en ce moment, il y a quelque chose qui monte beaucoup et qui est très bien connoté. C'est une application qui s'appelle Step In, qui vous permet de gagner des cryptos en marchant et vous achetez des chaussures. Et c'est un peu comme Axis à l'époque. Faites très très attention. Moi, j'y vois la même hype et la même trace que Axis. C'est-à-dire, on arrive à faire monter le prix des objets très rapidement, le prix des tokens
très rapidement. On a une première traction, et puis après, le prix d'entrée dans le jeu est tellement élevé que les nouveaux joueurs ne veulent plus rentrer, et vous arrivez dans un truc où, ben, si vous voulez, c'est un peu un Ponzi il n'y a plus personne qui rentre dans le Ponzi. Donc c'est un peu compliqué, et au niveau purement gaming, j'émets quand même des doutes sur la pérennité de ce genre de modèle. Alors peut-être qu'ils vont être capables de bifurquer dans le temps et de machiner, mais j'émets des doutes. Donc faites attention à Step-In, qui est un peu pour moi un Axis bis. Donc il faut faire attention à ça. Après, vous avez quand même 2-3 choses qui fonctionnent cette semaine. Bon, voilà, vous avez toujours le AppCoin sur le fait que vous allez obtenir des terres sur leur prochain métaverse. D'accord? Donc un système de... vous avez acheté des singes, on vous donne des AppCoins. Vous avez des AppCoins, on vous donne des terres dans notre métaverse, ce genre de choses. Donc ça permet à chaque fois, vous faites un truc en cascade. Et donc ça donne de la raison de détenir l'actif qui est au-dessus. Sauf que ça, c'est pareil. Hein. Généralement, au bout d'un moment, ça s'arrête. C'est donc la pérennité du modèle AppCoin, elle reste quand même des NFT app reste à démontrer. Hein. Donc ça, moi aussi, je me méfierais si j'étais vous. Voilà. Après, vous avez 0x qui a bien monté sur une petite news, Kava aussi. Kyber aussi, et après vous avez quasiment que des stablecoins, et vous avez Curve DAO, donc qui est une DAO dans la défi, hein. Donc voilà, qui a un petit peu monté, parce qu'ils ont été capables de prendre un petit peu d'avantage avec la volatilité du marché, et c'est un protocole qui est assez intéressant là-dessus. Après, moi je trouve que c'est un protocole qui est très risqué, alors pour le moment ça leur a plutôt bien réussi. Mais vous savez très bien que quand vous jouez sur de la volatilité, sur ce genre de choses, ça peut vous réussir pendant 5 ans. Et ça vous réussit pas juste une fois et ça suffit à vous faire exploser. Donc il faut faire attention. Voilà. Dans l'adoption cette semaine, vous voyez que le nombre d'adresses actives a beaucoup monté sur Dogecoin. C'est en proportion avec le fait que Elon Musk, il est pris pouvoir chez Twitter, donc ça a fait un peu, il y a des spéculations sur le fait que le Dogecoin pourrait devenir la crypto de Twitter, ce genre de choses. Bon, on va passer. Tout le reste est plutôt en baisse, sauf Bitcoin et Ethereum, et marginalement Bitcoin Cash, ce genre de choses. Number of owners, c'est en progression partout. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même intéressantes. Donc pour rappel, toujours la même chose, number of owners, c'est le nombre d'adresses qui ont un minimum 10 $ du token en question sur leur wallet. La market cap, bon, ça on s'en fiche, la supply on s'en fiche, le free float aussi. La transfer value, vous voyez qu'il y a eu des gros volumes des grosses hausses de volume sur Bitcoin de 21%. Il n'y a pas eu grand chose sur Ethereum, plus 1. Et après, sur tout le reste, ça s'est plutôt effondré. Ça, c'est classique. Dans un marché baissier, les volumes sont quand même moins forts que dans un marché haussier. D'accord donc ça, voilà. Et le nombre de transferts journaliers, il est toujours assez haut. Hein. 1% de progression sur Bitcoin, 3% sur Ethereum, 5%. Donc ça vous permet de comprendre que, par exemple, ici, vous avez 21% de transferts adjusted volume. Et pourtant, vous avez que 1% de transfert, de daily transfert en plus. D'accord? Donc ça, c'est le nombre de transactions par jour. Donc ça veut dire que la taille des transactions a augmenté. Généralement, quand la taille des transactions augmente, c'est soit que vous avez de plus en plus d'acteurs de B2B qui rentrent dans le marché, soit que vous avez beaucoup de trading. D'accord? Et beaucoup d'échanges. Et bon, là, je pense qu'on peut dire que cette semaine, ça a été une semaine assez active sur Bitcoin. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui disent que c'est aussi des volumes qui sont dus à du B2B. C'est difficile de séparer les volumes, c'est très compliqué. Donc voilà. Au niveau des stablecoins, du coup, vous avez des adresses qui ont monté. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, à chaque fois, quand ça devient compliqué pour le marché des cryptos, ça devient plus simple pour le marché des stablecoins. Donc vous voyez, Tether sur 30 plus 12% en adresse active, Binance plus 11%, parce que vous avez des gens qui viennent se réfugier sur les BUSD. Voilà, vous avez aussi le Paxos Gold qui monte beaucoup. Ça, c'est un truc qui est assez exceptionnel en ce moment. C'est quand les marchés sont vraiment très baissiers et que la tech se casse vraiment la figure. Vous avez des gens qui cherchent à être hedgés contre leur portefeuille de tech. Et donc pour ça, ils achètent du Paxos Gold parce que vous êtes lié au gold. Et donc ça vous hedge contre la tech.
Le problème, c'est qu'en dollars, ça vous hedge pas parce que la force du dollar est tellement importante en ce moment que ça fait baisser l'or en dollars. On est même passé sous 1900 dollars l'once. Donc voilà. En number of honor, vous avez des petites progressions partout. Donc ça, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours assez intéressant de voir ces progressions dans le temps. Donc ça progresse petit à petit. Ce qui serait intéressant, c'est de voir un petit peu quand est-ce que l'USDC sur ETH dépassera le million de number of honor. Ça sera un bon chiffre pour eux. Donc voilà. Et les volumes de transfert, là où ils ont beaucoup monté, c'est sur Binance. Et ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de traders sur Binance quand ils veulent plus être sur des cryptos fortes, enfin sur des cryptos, voilà, comme Ethereum, Bitcoin et tout ça. Ils achètent massivement du BUSD sur leur compte pour être avec des dollars et se dire, tiens, les cryptos vont baisser et après je vais pouvoir en racheter plus parce que j'aurais mis en dollars. Donc ça fait augmenter le volume de transfert et vous voyez que le nombre de transactions n'a pas beaucoup augmenté. Donc ça vous montre quand même qu'il y a un effet de safe haven qui est recherché par certains traders pour pas être sur le marché dans ces moments compliqués. Donc voilà. On va faire maintenant une petite partie éducative. D'accord. Donc voilà. Je vais faire une petite introduction et on va faire une partie éducative sur les stablecoins et on utilisera cette vidéo sûrement dans nos autres services d'Agora, etc. Donc voilà. 1, 2, 3. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour cette petite vidéo sur comprendre les stablecoins. Donc déjà on commence avec stablecoin classification. Donc vous avez ce qu'on appelle des non-collateralized, compliqué, les cryptos avec du collatéral et les cryptos fiat. D'accord? Ça c'est les trois typologies de stablecoin que vous avez à l'heure actuelle. D'accord? Donc ce que vous avez, c'est quoi? C'est après des notions. Donc par exemple, les non-collateralized et les fiat sont des cryptos qui sont plutôt capital efficients. D'accord? Mais par contre, les cryptos fiat ne sont pas des cryptos qui sont décentralisés. Alors que les cryptos collatéralisés là et les cryptos collatéralisés, les non collatéralisés là, pardon, et les collatéralisés là sont des cryptos qui, elles, sont décentralisées. D'accord? Elles sont gérées par des algorithmes ou par un smart contract et elles ne sont pas contrôlées par quelqu'un. Et là, vous voyez que vous avez des cryptos qui sont collatéralisés, c'est-à-dire que là, vous avez le DAI. Le DAI, c'est un certain nombre d'Ethereum, de Bitcoin et de stablecoin dollars. Là, vous avez des stablecoins comme le BUSD, l'USDC, l'USDT. C'est normalement du dollar, donc des fois c'est 100% du dollar en banque, des fois c'est 80% de dollars en banque, plus des emprunts du gouvernement américain, plus un peu des commercial papers, ça dépend. Voilà. Et là, vous avez le non collatéralisé. Donc là, c'est ce qu'on appelle le Luna, ce genre de choses. Et en fait, c'est des stablecoins qui vont évoluer suivant l'offre et la demande et qui vont ajuster, entre guillemets, les couvertures. Donc il va y avoir plus ou moins de dollars, plus ou moins de bitcoin, ce genre de choses. Et ça va s'équilibrer dans le stablecoin. Donc voilà. Donc, c'est ces trois stablecoins qui sont différents. Donc là, on va comparer la croissance de ces stablecoins sur l'année 2021 et début 2022. Donc vous voyez, BUSD, c'est une croissance de 401% en supply. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une demande de la part des acteurs. Hein. L'USDC, c'est une croissance de 328%. Le DAI de 215%. L'USDT sur 30 de 124%, le GUSD de 98,9%, l'USDT sur Ethereum de 77,6%, le PAX de moins 0,7%, l'USDT sur Omni de 0% et le HUSD, donc le token de UOB, moins 64,1%. Donc ça veut dire qu'en gros, vous voyez, les tokens qui prennent de plus en plus dans l'univers des stablecoins de place,
c'est le BUSD, l'USDC et le DAI qui montent très fortement en utilisation. Après, il faut faire attention parce que l'USDT, c'était quand même un token qui était le token principal des stablecoins, donc forcément, il ne peut pas faire la même croissance que le BUSD qui représentait pas grand-chose il y a quelques années. D'accord. Donc voilà. Par contre, vous voyez que toutes les autres acteurs, que ce soit les exchanges UOB ou Gemini, ou que ce soit le protocole Pax, ils ont quand même du mal à prendre de la part de marché. Donc vous voyez quand même que vous avez en gros 4 acteurs qui vont se truster le marché. Pour le moment, le BUSD, l'USDC, le DAI et l'USDT. Donc là, vous voyez, c'est la supply. Vous voyez, vous avez le Pax, vous avez le DAI, vous avez l'USDC dans le temps. Donc vous voyez que bon, l'USDC prend quand même de plus en plus de place. Donc il y a vraiment des choses qui se passent. Ce qui est le plus intéressant, c'est ici, parce que ça vous montre que tous les stablecoins ne se valent pas, d'accord. Le but d'un stablecoin, c'est quoi? On va remonter un petit peu en haut pour que je vous l'explique. Le but de ces deux stablecoins là, c'est d'être le plus proche. C'est d'être le plus proche de l'équilibre. C'est-à-dire, vous voulez toujours respecter votre stablecoin égale plus ou moins $1. Donc, soit vous le respectez en mettant des cryptos derrière et en équilibrant vos cryptos et vos stablecoins dollars en permanence, c'est ce que fait le DAI. Soit c'est ce que vous faites ici avec les cryptos qui sont liés vraiment à que de la monnaie fiat et donc qui doivent ressembler à 1 du token égale $1, 1 du token égale 1 euro, 1 du token égale 1 yen. Enfin, ça dépend de la monnaie que vous prenez comme sous-jacent, d'accord. Et là, les cryptos non collatéralisés, c'est différent. Vous avez des notions de mouvement qui sont beaucoup plus fortes. Donc ça peut monter et descendre. C'est un tout petit peu différent. Donc ce que vous voyez, c'est quand même que toutes les cryptos ne se valent pas. Vous voyez que le DAI, pendant un petit moment, en 2020, avec la hausse des cryptos, il y a eu une surprime, une surcote. Vous voyez qu'il y avait eu la même chose à l'époque sur l'USDT, avec une surcote, surtout dans des moments où le marché avait été en difficulté, d'accord. Il était prêt à payer des surcotes. Vous voyez que le début de ce token, il a été compliqué parce qu'on a eu quand même beaucoup de frayeurs. Il s'est défait de la parité très violemment, hein, jusqu'à 0,85. Vous voyez que depuis en gros 2020, il se défait de moins en moins de la parité. Donc ça veut dire que les gens pensent qu'il est de plus en plus sérieux. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Vous voyez que par exemple, là, vous voyez que le Pax que vous voyez là, il se défait quand même vachement de la parité depuis quelques années. Et vous voyez que vous avez des choses qui se défont très peu. Le BUSD, vous voyez que par exemple, vous voyez très peu se défaire de la parité. Sur la courbe, on le voit très peu bouger. Donc ça, c'est intéressant. Ça vous montre que tous les stablecoins n'ont pas la même force. Et donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que quand vous achetez un stablecoin, vous voulez acheter de la sécurité. Donc ce que vous voulez, c'est qu'il soit le plus souvent lié à $1 possible. Et pas forcément ni qu'il monte trop haut, parce que ça veut dire que vous êtes pris dans une spéculation et ça peut mal se finir, ni qu'il descende trop bas, parce que ça veut dire que y a des gens qui pensent que y a des risques. D'accord. Donc vous voyez que par exemple, l'USDC et le BUSD sont quand même des tokens qui sont très très stables. Vous les voyez très peu décalés de leur parité par rapport aux autres. Et quand ils décalent généralement de moins de 1 centime. D'accord. Alors que les autres arrivent à décaler de plusieurs centimes. Donc plusieurs centimes sur un stablecoin, ça commence à être gênant. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi. Pourquoi? C'est que la courbe là vous montre un peu l'évolution des cryptos. Vous êtes dans un monde où il y avait beaucoup de spéculation et où il y avait beaucoup de rumeurs. Vous arrivez dans un monde qui est de plus en plus utilisé et qui s'ouvre à une utilisation qu'on va appeler mainstream. Et du coup, forcément, la volatilité commence à descendre, la qualité des actifs remonte et les périodes de spéculation que vous aviez avant, elles diminuent. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Donc, c'est très intéressant de comprendre les stablecoins. Pourquoi? Parce que si vous faites du trading, c'est un outil que vous allez beaucoup utiliser. Parce qu'à chaque fois que vous allez penser que le marché il va être en descente ou ce genre de choses, vous allez essayer de vous sécuriser en passant sur les stablecoins. D'accord? C'est intéressant aussi parce que si vous voulez juste capter les rendements de la DeFi, donc de la finance décentralisée,
et que vous n'avez pas envie de les capter à travers des cryptos qui peuvent voir leur prix bouger, vous allez essayer de les capter en mettant des stablecoins. Donc vous allez utiliser vos dollars pour acheter des stablecoins, voilà, du BUSD ou ce genre de choses. Et après, vous allez utiliser votre BUSD pour le stacker, l'utiliser dans la finance DeFi et pour obtenir des rendements qui sont plus élevés que si vous mettiez vos euros à la banque ou ce genre de choses. D'accord ? Mais ça, ce n'est valide que si vous n'avez pas de risque. D'accord ? Attention, il y a quand même un sous-jacent à toutes ces cryptos qui sont des stablecoins. Vous avez quand même un risque technologique. C'est-à-dire que le jour où un de ces stablecoins est piraté, ça peut faire très très mal. Donc il faut quand même être diversifié, éviter d'avoir qu'un seul stablecoin. C'est assez dangereux. Donc voilà, c'était à peu près tout pour comprendre les stablecoins dans la base. On n'a pas abordé les stablecoins comme le Luna, ce genre de choses. C'est normal, c'est des stablecoins qui sont très complexes. Moi, je vous encourage pas du tout à les acheter si vous voulez vous exposer juste à des stablecoins. Je pense que c'est une très mauvaise chose de se mettre avec les stablecoins de ces blockchains-là. Je pense qu'il y a beaucoup de risques, plus que ce qu'on vous fait miroiter, et donc que c'est dangereux. Donc voilà. Mais si vous avez des questions sur les stablecoins, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Donc nous on continue avec Louis Vuitton qui offre des NFT. Donc il y a quelques années, la marque avait sorti une application mobile qui racontait un peu l'histoire de la marque à travers un mini-jeu dans lequel vous pouviez gagner des NFT. Hein. C'était pour le 200e anniversaire de la marque Louis Vuitton. Et là, ils ont mis à jour leur jeu vidéo avec 30 NFT supplémentaires qui sont capturables. Alors, ces NFT, ils n'ont pas de valeur. Allez pas télécharger l'application en vous disant oh, c'est bien, je vais avoir mes NFT, après je vais aller sur OpenSea et je vais les vendre. Non, non, ça se passe pas comme ça. C'est pas efficace. Mais moi, je vois ça d'un bon oeil. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est vraiment un moyen pour Louis Vuitton et pour ces acteurs-là de se familiariser à la technologie des NFT, d'apporter ce genre de choses. D'ailleurs, ils ne se sont pas familiarisés avec une réussite considérable, hein, parce que l'application, elle a un score de 2,6 étoiles. Bon, alors après, c'est un score qui est un peu... qui n'est pas en la faveur de la marque, parce que vous avez beaucoup de gens qui disent ah on peut pas revendre les NFT et qui s'étaient juste venus jouer pour avoir des NFT, les revendre et gagner de l'argent. Donc bon, ça je suis pas sûr que ça soit des critiques vraiment constructives, mais ça montre quand même que ces marques elles ont de l'intérêt au NFT. Vous savez que moi je pense beaucoup à ce principe de figital où vous avez un objet physique, une marque, un truc iconique, une chaussure Nike, un sac Louis Vuitton, et on vous permet à travers un NFT de le détenir en physique et en digital, et je pense que ça donne une force beaucoup plus importante aux marques. Ça leur permet de venir dans nos vies digitales, de se déployer dans nos métaverses, ce genre de choses, et je pense que c'est une vraie création de valeur supplémentaire pour les marques. Donc voilà, donc moi je vois ça comme une bonne nouvelle. On a aussi la NBA qui a innové en lançant des nouveaux NFT qui étaient totalement gratuits d'ailleurs, que vous pouviez mint gratuitement, enfin surtout si vous étiez des robots, parce que moi j'étais présent et j'étais autorisé en mint et j'ai pas réussi parce qu'il fallait cliquer à la seconde près, hein. Je me suis fait avoir, hein. Donc voilà, mais l'intérêt de ces tokens là c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, c'est que le token et le joueur que vous obtenez en NFT, d'accord, ces statistiques vont évoluer par rapport à ce que le joueur fait dans les matchs de NBA de la saison. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que ça veut dire que, par exemple, vous pouvez détenir un joueur, ses statistiques vont évoluer, donc sa valeur va évoluer. Donc vous avez tous des mécanismes de jeu qui peuvent rentrer en compte, qui sont globalement très très intéressants. C'est un peu comme si vous aviez des NFT dans FIFA, et que le talent des joueurs pouvait évoluer suivant ce qu'ils font en club et ce genre de choses. Et ça donne quand même une profondeur au NFT, une manière de faire prendre de la valeur et un nouveau sens qui est quand même très très intéressant. Et moi j'y crois beaucoup. Parce que c'est vrai que tout ce qui était les cartes Panini, les cartes Pokémon, ce genre de choses, vous avez un aspect un peu figé. C'est-à-dire on décide à un moment que telle carte fait ça, que tel ceci, que tel joueur vaut tel score, et c'est figé.
Et là, le fait de pouvoir faire évoluer, moi j'y crois beaucoup et je pense que ça apporte vraiment des perspectives de création dans le gaming, dans le pari sportif, etc. qui sont colossales et qui peuvent amener beaucoup de nouvelles choses. Et on continue cette semaine avec Stripe qui fait un partenariat avec Twitter pour que vous puissiez payer directement en USDC à travers la blockchain Polygon les créateurs de contenu. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que par exemple quand vous êtes un super abonné de Twitter, vous pouvez payer pour devenir super abonné de quelqu'un sur Twitter. C'est des nouvelles fonctionnalités qu'ils ont rajoutées dans les dernières années. Et maintenant, avec Stripe, vous avez la possibilité de payer en crypto. Et donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça amène toute une génération qui était vraiment une génération crypto, qui vivait crypto, ce genre de choses. Et ça leur permet de se donner des tips, ce genre de choses et de payer. Et ce qui est intéressant, c'est que comme vous êtes sur quelque chose qui est vu par Stripe et Twitter comme un truc qui doit devenir mass market, vous voyez qu'ils utilisent l'USDC à travers un layer 2 qui est le layer Polygon. Vous savez que moi c'est un layer que j'aime beaucoup et donc ça c'est intéressant et ça vous montre encore une fois l'intérêt des layers de niveau 2. Encore une fois, c'est quoi un layer de niveau 1, 2, etc. Vous avez la blockchain principale, Ethereum, et vous avez le layer de niveau 1. D'ailleurs, Polygon, excusez-moi, c'est un layer de niveau 1 et pas de niveau 2. Vous avez après un layer de niveau 2. C'est des couches en fait. Et donc, la chose est simple. Plus vous avez un layer qui est de niveau important, plus en fait il est proche de l'utilisateur final. Et en fait, qu'est-ce que va faire un layer? C'est centraliser les transactions, les regrouper dans une seule donnée, les transmettre au layer supérieur qui va les afficher. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez faire une transaction dans Ethereum, vous allez afficher un bloc de transaction qui s'est passé dans le layer de niveau 2 ou de niveau 1. Et du coup, forcément, les coûts de transaction vont diminuer. Parce que là où vous auriez, par exemple, vous avez 1000 transactions dans un bloc, si avant vous aviez dû mettre ces 1000 transactions dans Ethereum, il aurait fallu faire 1000 transactions dans Ethereum. Là, vous mettez toutes les transactions dans un bloc et vous envoyez ce bloc dans Ethereum. Et donc à ce moment-là, vous faites qu'une transaction sur Ethereum. Et donc les coûts diminuent très fortement. Et donc ça, moi, j'y crois beaucoup. Je pense que pour la scalabilité, c'est quand même plus simple pour les gens d'aller sur des layers supérieurs qui vont faire appel à Ethereum, ce genre de choses, que d'améliorer Ethereum. Même si je pense que c'est un travail qui est les deux à la fois. C'est-à-dire que les layers de niveau 1 et 2 doivent s'améliorer pour permettre de la scalabilité. Et la blockchain Ethereum doit s'améliorer. Parce que plus la blockchain Ethereum s'améliore, et plus les layers s'améliorent, plus en fait vous avez un effet multiplicateur de l'amélioration. D'accord? C'est-à-dire que si le coût de transaction sur Ethereum diminue de 50%, et que vous avez un layer de niveau 1 qui permet de mutualiser les transactions, le coût par transaction dans le layer de niveau 1, il va encore plus diminuer. Parce que le coût de transaction que va payer ce layer de niveau 1 pour aller dans Ethereum va diminuer lui-même. Donc vous avez un effet multiplicateur qui est important. Donc voilà. On continue cette semaine avec l'hebdo du gaming. Donc cette semaine, on parle un peu du marché du jeu vidéo. Là, on est aux États-Unis sur le Q1. Donc le Q1, il est en baisse de 4,9%, d'accord. Et le dernier mois du Q1 est en baisse de 15%. Donc voilà. C'est un très très mauvais voie. Bon, voilà, ça vous montre que le marché du gaming est un peu dans une période compliquée. Donc voilà. Moi je pense pas que ça soit catastrophique non plus, parce que vous avez quand même des pays où c'est en croissance. Mais au global, on va faire une décroissance sur le marché du jeu vidéo qui va être aux alentours de 5 à 6%, je pense, au global sur l'année. Alors après, il n'y a pas eu de gros jeux qui sont sortis là. Voilà. Et c'est une décroissance qui est sur toutes les catégories. D'accord? C'est-à-dire, vous voyez bien, toutes les catégories, elles sont en baisse en mars et au premier trimestre. Parce que là, on est sur des chiffres de mars. Donc 15%, c'est la baisse en mars. Et 4,9% de baisse, c'est la baisse que vous avez sur le premier trimestre en tant que tel. D'accord? Donc ce que vous voyez, c'est que toutes les catégories sont en baisse, donc y compris le hardware et y compris les équipements, ce genre de choses. Vous avez Elden Ring qui est le jeu le plus vendu en ce début d'année, et c'est le deuxième jeu le plus vendu sur les 12 derniers mois.
Donc vous voyez, Elden Ring, Gran Turismo 7 qui vient de sortir, Kirby, MLB The Show qui vient de sortir, le jeu de basketball, non de baseball pardon, Horizon Forbidden West, Pokémon Legends Arceus qui est toujours là, le jeu de cash de WWE, Mario Kart qui est toujours là, Call of Duty Vanguard et Stranger of Paradise, le nouveau Final Fantasy. Donc dans ce mois de mars aux États-Unis. Donc Q1 compliqué pour le marché du jeu vidéo, vraiment assez compliqué, avec quand même un nombre de gros blockbusters qui est sorti qui est assez limité. Par contre, c'est vrai que sur la fin de l'année, il va y avoir beaucoup plus de gros blockbusters. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu si ça drive le marché à la hausse ou pas. Par contre, on a eu aussi le plus gros Q1 en MEA de tous les temps dans le jeu vidéo. D'accord? Donc vous voyez, 2020, le MEA 32,7 milliards, 2021 85,4 milliards, Q1 2022 98,7 milliards. Alors vous avez des très gros deals, Activision racheté par Microsoft quasiment 69 milliards, Zynga par Take-Two quasiment 13 milliards, enfin 12,7, ESL par la structure du roi d'Arabie Saoudite 1,5 milliard et Bungie par Sony 3,6 milliards. D'accord? Donc vous voyez après les deal count, d'accord? En value, donc en volume, vous voyez que la majorité de la value c'est de la fusion-acquisition. Par contre, en nombre de deals, la plupart des deals c'est du private equity, hein, parce que 287 deals sont du private equity, 86 deals c'est de la fusion-acquisition et du rachat, et 14 deals c'est de l'accès au marché, donc de l'émission de titres avec rentrée sur les marchés. Donc il y a quand même un nombre d'introductions qui est assez faible. Donc ça plaide toujours pour la même chose, c'est que l'univers coté du jeu vidéo diminue. Parce que quand vous avez 86 fusions-acquisitions, alors toutes ne sont pas des fusions-acquisitions qui sont faites pour des sociétés qui sont cotées en bourse, mais il y en a quand même quelques-unes. Et quand en contrepartie, vous n'avez que 14 sociétés qui rentrent en bourse, l'univers du jeu vidéo coté, il diminue avec le temps. Et donc ça a tendance à faire monter les prix sur le côté, parce que vous avez un effet de rareté. Au niveau des deals, ce que vous voyez, c'est que c'est surtout des deals au niveau du nombre de deals qui sont liés au mobile, avant tout, d'accord? Vous voyez, 28. Après, vous avez PC et console, et après, vous avez tout le reste, le hardware, le plateforme, ce genre de choses. Par contre, vous voyez qu'en volume, ce qui drive toujours le marché, c'est toujours PC et console. Parce que 72,9 milliards, bon après, c'est avant tout dû à comment ça s'appelle, à Activision, mais après, on pourrait dire la même chose ici sur le mobile, où c'est avant tout dû au rachat de Zynga par Take-Two, d'accord? Mais du coup, c'est quand même très très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que les multiples qui sont retenus en moyenne, 3,5 fois le chiffre d'affaires, généralement, en total value, d'accord, avec les dettes. En moyenne, sur l'EBITDA, on est à 12,8 fois l'EBITDA. Et les deals qui ont été finalisés, hein, donc c'est-à-dire qui sont finalisés ce Q1, parce que vous en avez qui ont été annoncés au Q1 mais qui ne sont pas finalisés, en moyenne vous êtes à 8,9 fois l'EBITDA. Donc ça vous donne quand même des métriques, ça c'est intéressant. C'est des données qui sont souvent envoyées par des banques d'affaires. Donc voilà, donc ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous donner des effets un peu de calcul. Si par exemple vous cherchez à modéliser Nacon ou à modéliser Focus Home, vous pouvez vous dire il y a des chances que la valeur elle soit entre ces deux trucs là, d'accord? Donc après vous allez essayer de décoter un peu les choses pour justifier du fait que la boîte elle est française, que la boîte elle est plus petite que Activision, que le pipe de jeu de la boîte il n'est pas colossal, ce genre de choses, mais ça vous donne des indications et vous faites un peu moins au doigt mouillé, d'accord? C'est-à-dire que si vous valorisez une boîte à l'heure actuelle dans le jeu vidéo qui est une boîte un minimum sérieuse à 7 fois l'EBITDA ou 6,5 fois l'EBITDA, ça commence à être pas cher.
Ça commence vraiment à être décorrélé de manière assez importante du marché du private equity. D'accord? Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Pour ceux qui veulent, je vous enverrai le slide de la banque d'affaires qui a fait ça. Voilà. On continue maintenant avec l'hebdo des marchés, du coup, cette semaine. Donc, on commence avec la macro, la Chine, grande perdante de 2022. Donc, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que déjà, au niveau des vaccins, vous savez que les Chinois, ils sont en retard et que leurs vaccins, ils ne marchent pas très bien. Donc, il y a déjà une problématique, avec une problématique de gestion des confinements, c'est-à-dire le fait de toujours confiner, déconfiner, ce genre de choses, tend beaucoup l'appareil productif chinois, ce qui fait que vous avez des problématiques, vous avez à Shanghai des difficultés à obtenir de la nourriture, ce genre de choses, et pourtant la distribution est gérée par des gens qui sont spécialistes de la logistique, des gens comme Alibaba, des gens comme ça, et tous les plus gros e-commerçants chinois ont été mis à contribution pour gérer ça, et ils ont du mal parce que les camions ils circulent plus, ce genre de choses, donc il y a du mal à apporter les ressources au bon endroit, et puis voilà, vous avez des problématiques, etc. Et puis les Chinois en ont globalement marre. Vous savez que j'avais publié il y a quelques années, il me semble il y a 2 ans, un truc comme quoi la Chine devait passer l'étape, passer de pays émergents à pays émergés et s'occidentaliser entre guillemets et devenir une vraie économie solides comme les économies européennes et américaines. Et vous savez que j'avais dit que c'était très compliqué pour la Chine. Pourquoi? Parce que l'importance de la construction dans le PIB est encore forte. Le fait que ils vont passer d'un moment où c'était avant tout une industrie de volume avec une population qui était très peu payée à une industrie qui va devoir devenir une industrie de la qualité. Or, c'est pas si simple de devenir une industrie de la qualité. Vous êtes en concurrence avec les Européens, avec les Américains, ce genre de choses. C'est vraiment pas simple. Vous le voyez bien là. Là, c'est les coûts de production. Et vous voyez bien que les coûts de production ont tendance à augmenter beaucoup plus vite en Chine qu'au Mexique ou qu'au Vietnam. Alors bien sûr, c'est un truc généraliste. C'est sûr que pour certaines typologies de métiers, les Chinois, c'est les seuls quasiment à avoir des compétences. Et donc le coût n'a plus d'importance. Parce que seuls les Chinois savent produire le produit. Donc bon, quand qu'une seule personne sait produire le produit, ça va. Mais quand vous commencez par exemple, assembler des téléphones Apple, les Vietnamiens peuvent le faire aussi. Quand vous commencez à avoir des différences de prix des employés qui est quasiment de facteur 2, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a de plus en plus d'usines qui vont décaler de Chine dans ces pays-là. Et donc ça va être problématique pour le gouvernement chinois parce qu'il va falloir retrouver de l'emploi à ces gens-là. Et il y a tout un système qui va se mettre en place. Et ça va quand même être une complexité. Il faut que l'économie croisse pour trouver du travail à ces gens-là. Et en plus, la population chinoise va diminuer. Donc il va falloir de plus en plus de richesses aux Chinois actuels pour pouvoir s'occuper de la population et de leurs parents, de la population âgée. Comme avec nous, il faut qu'on paye beaucoup d'impôts parce qu'il faut qu'on paye les retraites de ceux qui vont arriver et il faut qu'on paye les EHPAD et les maisons de retraite de nos grands-parents. Donc les gens comme moi, il faut qu'on cravache dur et qu'on gagne beaucoup d'argent parce qu'on a beaucoup à payer. Vous voyez? Il va y avoir la même chose qui va se passer en Chine. Et donc vous voyez que quand vous installez les choses les unes après les autres, le chemin de la Chine pour passer cette étape et pour devenir un peu comme les Européens et comme les Américains, il est de plus en plus compliqué. Alors la Chine a l'avantage dans ce chemin d'avoir une capacité de driver sa population et de dire le chemin c'est comme ça, on va passer comme ça et c'est pas autrement. Nous c'est un peu le chemin, on le fait, voilà. C'est pour ça d'ailleurs que les Européens, les Américains ont mis plus de 100 ans à faire ce chemin avec des moments où ils ont avancé, reculé sur le chemin, on a fait, et que les Chinois ils veulent essayer de le faire en 50 ans, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et vous avez une autre problématique, c'est que maintenant la Chine commence de plus en plus à dire que, et les stratèges chinois, que le fait que la Russie ait lancé une guerre, c'est problématique pour le bloc Chine-Russie. Pourquoi? Parce que l'idée des Chinois, c'était que pour manifestement gérer ces problématiques-là, d'accord, donc ces problématiques macro, on avait un moyen de les gérer à travers la politique, en disant, mais nous, on n'est pas impérialiste, nous, on n'a pas envie, nous, on laisse tout le monde faire ce qu'il veut, donc on va faire du commerce avec des gens qui sont peu recommandables, que les Américains aiment pas, ce genre de choses. Ça va faire un bloc
qui va pouvoir être contre le bloc des Occidentaux, et on va avoir cet esprit un peu de bloc de puissance, d'affrontement comme on avait avec les Américains et l'URSS. D'accord? Et du coup, ça va nous donner un peu de force pour passer cette étape, cette marche, et ça va nous donner de l'importance économique chez certains, et on va avoir une part du marché international, et on aura moyen de fonctionner comme ça. La problématique, c'est que l'effondrement que vous êtes en train de voir en Russie, qui a du mal à faire la guerre et du mal à tenir, est de plus en plus problématique pour les Russes, et de plus en plus problématique pour les Chinois, parce que ça devient compliqué pour les Chinois de soutenir les Russes, parce que si les Chinois soutiennent les Russes, ils mettent leurs entreprises en danger au niveau occidental. D'un autre côté, les Chinois peuvent difficilement aller en guerre parce qu'ils n'ont pas envie, et au niveau purement sociologique, ça serait difficile parce que le nombre d'enfants chinois est assez faible, le nombre de jeunes qui pourraient aller à la guerre est pas si important que ça en Chine, et surtout, est-ce que les gens auraient envie d'aller à la guerre et est-ce que les gens respecteraient les consignes du Parti communiste? C'est loin d'être sûr, donc ça peut poser des problèmes. Vous voyez que ce problème-là, vous l'avez aussi en Russie, sauf qu'en Russie, vous avez une proportion de jeunes Russes qui vont à la guerre, et qui vont à la guerre en se disant, bah, de toute façon, en Russie, j'ai plus d'avenir, il n'y a rien qui va se passer, je sais que je vais mourir, donc mourir en Russie ou mourir à la guerre, au final, et vous essayez de monter quelque chose de patrie. Sauf que quand vous êtes un jeune Chinois qui vit bien dans les beaux quartiers de Shanghai et tout ça, je suis pas sûr que vous ayez envie d'aller faire la guerre avec Taïwan, etc. Et si les Chinois se mettent à faire une guerre de bloc, il faudra envoyer tout le monde sur le front. Donc ça va commencer à être compliqué au niveau purement politique. Donc ça montre quand même que la Chine est dans une position beaucoup, beaucoup plus complexe. Et en plus, le fait que la chaîne logistique soit de plus en plus tendue, il y a de plus en plus d'entreprises qui se disent, mais je veux plus avoir 100% de mes actifs de production ou dépendre 100% de la Chine, mais je veux éparpiller ça. Et donc je veux dépendre un peu de la Chine, un peu du Mexique, un peu de la Roumanie, un peu du... Et donc ça va être compliqué aussi pour les Chinois, parce qu'ils vont ils vont voir une perte de leur pouvoir de centralisation de l'industrie. Et ça va être vraiment très 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 compliqué pour la Chine. Donc voilà. Donc moi je pense qu'on est dans une phase un peu complexe pour la Chine. Là vous voyez, vous avez le transport en camion aux US par année. D'accord. Vous voyez qu'il y a un effondrement en 2022 des prix. D'accord. Du transport. Pourquoi ça? Parce que vous avez un volume qui s'effondre, et ça note l'effondrement du marché du consommateur US, et l'effondrement de la demande des entreprises US. Donc ça c'est pareil, ça va poser des problèmes à la Chine, et ça va poser des problèmes à tous ceux qui pensent qu'il va y avoir énormément de hausse de taux, parce que j'aime autant vous dire que si on voit la courbe là, on peut très facilement aller vers ici. Si vous êtes ici avec une courbe descendante et que vous commencez à monter les taux en vous disant on va aller à 6%, 7% et tout, c'est l'Armageddon. C'est l'Armageddon. Je pense que fondamentalement, les gens ne se rendent pas compte, mais la dégradation économique est très très violente dans les pays développés, avec du coup une demande qui va vraiment beaucoup faiblir. Et ça va faire baisser énormément l'inflation. Donc moi je pense que dès l'année prochaine, l'inflation va être beaucoup plus basse. Et ce qu'il faut, c'est retrouver un équilibre de marché. Et ça peut être compliqué parce que tant que les Chinois vont faire leur système de zéro Covid, retrouver un équilibre de marché avec des prix comme vous l'aviez en 2018-2019, vous voyez, vous avez des prix qui évoluent, mais qui sont plus ou moins normales, d'accord, ça va être un peu compliqué quand même. Donc voilà. Et pour finir, on va parler de pourquoi Tesla s'écroule, parce que j'ai eu pas mal la question. Donc vous voyez, Tesla a perdu 12% hier, alors qu'ils avaient publié des bons résultats, ce genre de choses dans les semaines passées. Donc c'était bien vu. Que le nombre de personnes qui achetaient des calls Tesla avait jamais été aussi haut qu'après les résultats ou ce genre de choses. Pourquoi l'action se casse la figure? À cause du deal d'Elon Musk pour acheter Twitter. Pourquoi? Parce qu'en fait, Elon Musk, il rachète pour un peu plus de 40 milliards Twitter, mais il les a pas, ces 40 milliards. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre ses actions Tesla, d'accord, et il va en mettre en garantie au niveau de la banque pour emprunter.
Mais le problème, c'est quoi? C'est tout le problème de ce que vous appelez le collatéral. Et là, c'est un bon exemple. Pourquoi? Parce que vous êtes une banque. On va prendre l'exemple de Tesla ici. D'accord? Donc, vous êtes une banque. Vous donnez à Elon Musk, on va dire que Elon Musk détient 100% de Tesla. Donc, il vaut 900 milliards. Vous voyez ici. Et vous dites à Elon Musk, tu veux 90 milliards pour acheter un truc, je te les prête. Donc ça fait 10% de la valeur de tes titres Tesla, qui sont cotés en bourse. Par contre, je te préviens, moi, je veux toujours que, à minima, ton ratio de solvabilité il soit supérieur à 5. D'accord? C'est-à-dire que la valorisation de tes titres soit supérieure à 5 fois le prêt que je t'ai fait. Donc, 5 fois 90 milliards. Donc, 450 milliards. Donc, en gros, un peu 42-43% de la valorisation de la société. Le problème, c'est que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des petits malins qui vont dire, mais si on envoie la société sous 400 milliards de valorisation, Elon Musk, il va être obligé de dégager du cash, donc de vendre des titres. D'accord? Et s'il ne le fait pas, la banque va finir par lui dire, écoute, là, tu es en danger, je veux récupérer mon prêt, donc je vais vendre les titres pour toi. Et je vais les vendre très rapidement sur le marché pour me sécuriser. Et en fait, vous avez en plus un effet pire qui se met en place, c'est que ceux qui sont en vente à découvert se disent, mais Elon Musk, de toute façon, comme il doit se déleverager, c'est-à-dire qu'il doit baisser son endettement propre, pour le faire, il va devoir vendre des actions Tesla. Donc il va peser sur le cours de l'action Tesla. Donc si nous, on appuie pendant que Elon Musk appuie, on a des chances de faire baisser le cours de l'action, d'envoyer le cours de l'action à un endroit qui va poser problème à la banque, qui va enclencher des ventes supérieures de titres Tesla, et vous avez un phénomène qui s'enclenche. Et en plus, vous avez autre chose qui déplaît aux investisseurs, c'est que les investisseurs, ils trouvent que Elon Musk, il gère Tesla, qui veut faire des voitures, des robots et des batteries, d'accord? Boring Company, Neuralink, SpaceX et maintenant Twitter. Donc vous avez aussi des gens qui commencent à dire, mécaniquement, Elon Musk c'est un homme comme vous et moi, qui a que 24 heures dans sa journée et il n'y a aucune capacité qui gère toutes ces sociétés ensemble. Donc vous commencez à avoir aussi des gens qui disent que la qualité de la gestion opérationnelle de Tesla va se dégrader, ce qui va dégrader la qualité de l'entreprise. D'accord? Donc vous voyez comment très rapidement le choix de votre du CEO et du fondateur de la boîte peut avoir un impact sur la boîte. Alors après, est-ce que ça va se passer ou pas? Vous savez pas. Parce que peut-être que Elon Musk, il a beaucoup d'argent en bitcoin et qu'il est capable de vendre un peu des bitcoins, d'avoir des milliards de cash, de payer une partie de l'achat de Twitter en cash et de se dire qu'il est endetté à 25 milliards sur le reste et que chaque année il va vendre 2-3 milliards de Tesla. Plus il va vendre, il va récupérer une partie un peu du cash flow de Twitter et compagnie, et ça va suffire à réduire son endettement la première année de quasiment 18-25%. Donc ça va diminuer la sécurité qu'il doit mettre en face, et donc pour le mettre en défaut, il faudra aller chercher un cours de l'action Tesla à 100 $ ou ce genre de choses, et ça va commencer à devenir compliqué. Même si, attention, le marché sait faire des extrêmes. Et à mon avis, s'il faut aller chercher 100 $ pour mettre Elon Musk en faillite, il y aura des hedge funds qui feront le pari, qui vont y arriver. Après, est-ce qu'ils vont réellement y arriver ou pas? Ça dépend. Et d'un autre côté, il peut y avoir une autre chose qui se met en place. Si Elon Musk rachète Twitter et que dans 1 an et demi, il vient, même si Tesla s'est cassé la figure et à 500 $ l'action, d'accord? Et qui vient et qui dit... écoutez, Twitter, ils ont fait un chiffre d'affaires en hausse de 40%, on a réussi à faire de la rentabilité, on crache du cash et tout, peut vous y avoir l'effet inverse qui va se produire après, c'est-à-dire tout le monde va dire, quel génie, il a réussi à retourner Twitter, un truc qui gagnait pas d'argent, que Jack Dorsey avait pas réussi à retourner, que machin, en plus c'est une société qui est vachement liée à la crypto maintenant, etc. Quel génie ce Elon Musk, Tesla va profiter de Twitter et du reach de Twitter, et donc ça va propulser encore plus Elon Musk sur un piédestal, ce qui profitera à Tesla. Mais vous voyez que quand même le choix de Elon Musk avec Twitter, il y a un gain
potentiels pour Tesla à long terme et il y a beaucoup de risques potentiels pour Tesla à court terme. C'est pour ça que vous avez un effondrement du cours de l'action. Donc ça, il va falloir, pour les actionnaires de Tesla, je ne le suis pas, mais il va falloir que vous suivez très très attentivement la manière dont le deal avec Twitter va se faire, parce que ça aura un impact extrêmement important sur la valorisation de Tesla. Même si ça vous paraît abstrait, en vous disant mais Twitter et Tesla c'est pas la même chose, oui mais ça a un tel impact sur la santé financière de Elon Musk que la santé financière d'Elon Musk et la santé aussi mentale d'Elon Musk ressort sur la santé et sur le cours de bourse de Tesla. Donc voilà pourquoi Tesla s'est cassé la figure hier. Donc voilà, si ça vous intéresse comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur notre offre New Tech Insider Europe. On a fait un numéro spécial Metaverse récemment. Voilà. Donc vous pouvez cliquer juste en dessous sur le Twitter. Ça vous en coûtera de mémoire. On a augmenté les prix, donc maintenant c'est 110 €, il me semble. Mais voilà. Et vous aurez des analyses de société encore plus poussées que ce que j'ai fait là. Surtout qu'aujourd'hui on a fait ça rapide. Et voilà. Et on parlera des secteurs d'avenir, etc. Donc voilà, vous n'hésitez surtout pas. Il suffit de cliquer sur le lien en dessous de la page, enfin de la vidéo sur Twitch. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur la-rédaction-tech@publication avec un s-agora.fr. Vous avez notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller mettre des pouces bleus, à liker, à partager nos vidéos pour que le plus de monde puisse les voir et que fasse venir le plus de monde possible sur le Twitch et qu'on ait un échange qui soit le plus fluide possible. Et vous avez aussi notre site web pour avoir nos articles en format papier, opportunité avec un s-techno avec un s.com. Donc maintenant on va passer à vos petites questions. Je sais qu'on a fait un peu rapide, mais j'avais pas beaucoup de temps pour faire les slides. Donc voilà.